Monsieur le secrétaire général du ministère des Arts et de la Culture, représentant son Excellence Monsieur le ministre des Arts et de la Culture, distingués et invités, chers confrères et chers consoeurs, écrivains, hommes et femmes de culture, dans Matthieu 25, versets 14 à 30, je suis dans la Bible. Et je n'ai aucun complexe avec ça. Dans Matthieu 25, versets 14 à 30, Jésus, notre Seigneur, nous donne l'une des clés les plus puissantes pour comprendre notre vie sur terre et la conduire à bon port. Il le fait à travers la parabole des talents. Chacun en reçoit au moins un, semble-t-il, et est chargé de le fructifier pour le bonheur des humains et la gloire de Dieu. C'est sous le prisme de la fructification de talents obtenus et des comptes qui doivent en être rendus que j'ai placé ce jubilé, c'est-à-dire cette fête marquant les 50 années d'écriture. Je rends grâce à Dieu au plus haut des cieux pour le talent reçu et que j'ai essayé de fructifier pendant 50 ans dans la limite de mes forces. Sur terre, je remercie mes parents, gens humbles, ne sachant écrire ni lire, mais qui m'ont envoyé à l'école assidûment. Ici et maintenant, je remercie son Excellence, Monsieur le ministre des Arts et de la Culture, pour ce beau joyau architectural issu de sa passion et de son courage, et qui pourra habiter, si ce n'est le plus beau, à tout le moins le plus grand événement de ma vie. Je le remercie plus encore pour avoir associé ses collaborateurs au plus haut niveau pour honorer de leur présence la présente cérémonie. J'exprime ma profonde gratitude au comité d'organisation qui a travaillé d'arrache-pied pour mettre en œuvre ce redoutable événement dont je n'ai pas connu de précédent dans mon entourage. Je n'ai jamais assisté à un séquentenaire d'écrivains. Coordonné par mon jeune frère et compagnon de groupe depuis plus de 30 ans, M. Guy Grabou, ce comité était composé de 3 sous-comités scientifiques et 2 sous-comités techniques. Piloté par le professeur Chantal Bonono, avec une équipe de 2 docteurs et de 3 doctorants. Le premier sous-comité scientifique était chargé de la fouille, du dépouillement et de la classification des documents. Travail ardu sur l'amphi que ces jeunes chevaliers de l'esprit ont accompli dans l'enchantement pendant plus de 4 mois. Piloté par le professeur Yannick Faustin, le second comité scientifique a mobilisé des universitaires, amis et chercheurs pour la rédaction soit des conférences sur mon œuvre, comme le fit le professeur Marcel Oula et le professeur Patricia Bizarre et Nama, soit des articles et des hommages qui seront publiés après les festivités. Piloté par le professeur Abadane Joe ici présent, le troisième comité scientifique avait pour objectif de rattacher déjà par anticipation la moisson du cinquantenaire à toutes les universités camerounaises, publiques ou privées, ayant une faculté de lettres. Enfin, le comité technique et le secrétariat s'est occupé du montage physique de l'impressionnante documentation que vous avez visité tantôt. Il était conduit par l'ami Folie Comblan Marcel,
j'exprime une reconnaissance spéciale à l'endroit de ceux qui m'ont fourni, presque miraculeusement, le nerf de la guerre. Car j'étais comme organisé une fête et je me retrouvais comme les mariés de Ghana, sans nom. Je remercie bien évidemment toutes les personnalités ici présentes, en leurs rangs et qualités, qui ont bien voulu effectuer le déplacement pour venir jubiler avec nous. J'adresse un concours spécial à l'ami des frères du professeur Faustin Vaugon, qui vient de signaler avec art et passion, dans l'intention manifeste de susciter la reconnaissance de la nation, 2 à 3 aspects principaux de mes contributions à l'avancée des sciences littéraires. Me va droit au cœur l'idée révolutionnaire et non habituelle dans notre environnement d'apprendre à honorer les vivants et non pas seulement les morts. Un coucou plus spécial encore à celle que j'appelle mon cadeau du ciel, la compagne de ma vie, la fille de bâtiment, qui a su inventer le palpitant métier d'être l'épouse d'un écrivain. Mesdames et messieurs, mon entrée en littérature est une fable. Nous sommes dans les années 1968-1971. Décidé à devenir frère des écoles chrétiennes, je venais de passer 2 années au noviciat Saint-Jean 23 à Effort, près de Paris. Vêtu de ma jolie soutane d'un noir satiné et de mon rabat blanc en guise de cravate, je débarquais à Yaoundé pour poursuivre mes études du second cycle du secondaire comme scolastique dans la communauté canadienne des frères des écoles chrétiennes de Rouveau-Lié. Il se trouva que le collège Vogt, qui appartenait aux Canadiens, n'avait que les séries scientifiques, alors que moi, je souhaitais mener des études littéraires. Après concertation, mes supérieurs décidèrent de m'inscrire au collège de la retraite, un collège des filles, dirigé par des sœurs qui venaient de s'ouvrir une année auparavant à la mixité. Le collège de la retraite disposait d'une gazette mensuelle, remontée, appelée Écho du foyer. À chaque parution, les élèves s'y livraient à des exercices de sagacité sur la vie et la société, dans lesquels ils se projetaient eux-mêmes tout en critiquant leur environnement. Débarquant du lointain d'Orient, moi, je me contenterai de ruminer sous ma plume mes souvenirs d'enfance dans des textes brefs et nostalgiques, tenant généralement sur une page de format A4. L'écho du foyer avait un lecteur de l'ombre, attentif et intéressé, en contrebas du collège de la bibliothèque, au carrefour Ouarda, en face du cinéma de Capitole. Au fur et à mesure des parutions de la gazette, ce lecteur de l'ombre était approché par les histoires ingénues et bucoliques que racontait un certain Pascal Lécolo. À la fin de mon année de première, le lecteur de l'ombre fit part à la sœur directrice de son désir de rencontrer ce Pascal Lécolo. La sœur me passa le message en plein cours de français, sans faire mystère de la perspective de publication dont elle avait discuté avec le lecteur de l'ombre. Je me présentais étouffant d'émotion au rendez-vous
et me retrouver devant un grand barbu souriant qui se présenta comme M. Markov, directeur des éditions privées. Il me félicita chaleureusement pour mes histoires pleines de merveilles et me demanda très poliment, presque avec hésitation, si je pouvais permettre qu'il les publie en un recueil. Je vous laisse deviner ma joie, mon bonheur et ma fierté. Lorsque je me représentais une semaine plus tard pour signer le contrat, après avoir recueilli les avis, les encouragements et les conseils de mes camarades, j'étais transformé. J'avais trouvé un titre pour recueil, un enfant comme les autres. J'avais pris un nom de plume, selon les habitudes de l'époque, par le monde. Et je ne lâcherai plus la plume jusqu'à ce jour, plus de 50 ans après. À l'orée de mes 50 ans d'écriture, j'ai décidé de m'assembler ma paperasse et de la sécuriser. Cette volonté de sécurisation va m'entraîner dans une folle aventure à laquelle j'étais loin de penser. Au-delà des mêmes livres publiés, qui furent assez vite rassemblés, je découvris des tas de manuscrits et de documents dont je n'avais presque plus conscience de leur existence. Je redécouvris avec émerveillement une vaste correspondance d'innombrables projets avortés et à des phases différentes de leur contribution. L'incroyable abondance des communications, articles et interviews que j'avais commis, des journaux littéraires que j'avais tenus pendant plus de 40 ans, et toutes sortes de documents dont le nombre ne faisait que croître au fur et à mesure que j'avançais dans la fouille, au point où, face à l'évidence, j'ai dû me résoudre à recourir à une équipe d'étudiants pour continuer cette archéologie d'un genre nouveau. C'est l'extraordinaire travail accompli par le professeur Bonono et son équipe que j'ai remercié. Ce travail mit en lumière, comme on l'a dit tout à l'heure, non seulement la bibliographie presque connue de tous, mais l'ensemble d'un patrimoine scriptural impressionnant qui fut regroupé en 11 chapitres pour un total de 86 volumes. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je mets à la disposition du public en ce jour. Ce patrimoine donne une idée de ce qu'est véritablement le travail d'un écrivain. Alors, la question qui se pose, le volcan est-il donc éteint? Est-ce que les volcans meurent? Bien malin que le dira. Il arrive bien souvent que les éruptions spectaculaires baissent, tandis que s'ouvre encore de l'intérieur le magma qui restait en fusion. Cela fait déjà quelque temps que je ne me préoccupe plus de production des livres et que je me dévoue à construire les écrivains eux-mêmes. Les réformes adoptées par le ministère des Arts et de la Culture, à travers l'implémentation du mouvement artistique et culturel, ouvrent des chantiers nouveaux dont le plus urgent pour nous consiste à hâter la mise en place des institutions littéraires en vue de donner un nouvel élan à notre site dynamique art littéraire. Les prix littéraires du monde Cameroun que nous venons de lancer ressortissent de cette perspective. L'impressionnante moisson des candidatures que nous venons d'enregistrer est un indicateur sûr du bon accueil de notre projet. Mesdames et messieurs, en guise de lettre d'or, je voudrais adresser quelques petits messages brefs aux acteurs directs ou indirects du livre. D'abord, aux bibliothécaires et aux archivistes, qu'ils veillent sur le petit trésor de ma vie. Il est exposé là.
l'expérience de René Filon et l'état piteux dans lequel se trouvent actuellement les ouvrages du dépôt légal me donne froid au dos quand je pense à mon trésor. Que les archivistes privés ou publics assument leurs responsabilités devant l'histoire. Ensuite, aux éditeurs. La principale raison pour laquelle certains de mes manuscrits sont restés inédits, c'est que j'ai cessé de publier à partir du jour où on m'a demandé de payer pour publier un livre. J'étais habitué à la publication à compte d'éditeur avec un avaloir au moment de la signature du contrat. On me payait mes livres au moment où j'ai signé le contrat, on me donnait déjà les droits d'auteur. Maintenant, on me demande de contribuer et ça ne passe pas chez moi. Je voudrais espérer que la nouvelle loi sur le livre ramène les éditeurs à cette bonne pratique. Et alors, vous me ressusciterez en ressuscitant mes œuvres. Aux chercheurs, enseignants et étudiants, voilà une mine d'or. Vous qui vous enorgueillissez de connaître toute l'histoire, tous les courants et tous les auteurs des littératures étrangères, tâchez de construire les mêmes savoirs chez nous par des analyses et des études cohérentes. En fait, je rêve de faire le tour des facultés des lettres du Cameroun pour peu qu'on m'y invite, afin de présenter ce patrimoine et débattre de ses perspectives avec les enseignants et les étudiants. Enfin, mes consoeurs et mes confrères, les écrivains et les écrivaines. Le Cameroun est un pays des génies littéraires, des lions indomptables de la plume qui raflent tous les prix littéraires à travers le monde. Je suis fier de mes confrères et de mes consoeurs. Je voudrais cependant attirer votre attention sur deux petites choses. En premier lieu, j'aimerais vous rappeler la grandeur et la vraie stature de l'écrivain. Je place l'écrivain au même rang que tous les grands acteurs de la société. L'écrivain est l'égal du philosophe, de l'historien, de l'opérateur économique, de l'ecclésiaste, de l'homme de science, de l'homme politique. Tous les acteurs de la société sont penchés sur l'unique problème du sort de l'homme et de son devenir, mais chacun avec les outils et les atouts de sa profession. Nos outils sont le clavier et la plume. Nos atouts sont notre capacité à agir sur les sentiments, les consciences et à affecter les comportements de nos lecteurs. C'est pourquoi on nous classe parmi les leaders d'opinion. C'est donc une stature sérieuse et noble qui exige de nous connaissance et exemplarité. En second lieu, j'ai été saisi d'inquiétude ces derniers temps concernant l'effet de la technologie du numérique sur quelques-uns parmi vous. J'ai le sentiment qu'à force de numériser, vous êtes devenus vous-même des êtres virtuels. On ne vous voit plus que sur Facebook ou sur YouTube. Vous ne participez à aucune réunion, aucune activité corporative concrète. Moi, je continue de penser que l'écrivain ne se confond pas totalement avec ses livres. Il demeure un humain parmi les humains